Bonjour Aurélien Bernier. Vous avez écrit plusieurs livres. J'avais personnellement rendu compte de votre livre qui s'intitule Les voleurs d'énergie, accaparement et privatisation de l'électricité, du gaz, du pétrole aux éditions Utopia en 2008. Et plus récemment, toujours dans Royaliste, un de mes camarades avait rendu compte du livre dont nous allons parler, qui s'appelle L'énergie hors de prix, les dessous de la crise aux éditions de l'Atelier. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour amorcer notre conversation, je vais évoquer les années 80. Vous étiez très jeune à l'époque, moi beaucoup moins, et je me souviens que quand je regardais les informations à la télévision, il y avait un thème qui revenait tout le temps dans les années 85-90, c'était la concurrence fait baisser les prix et le consommateur s'y retrouve. Et l'idée que le consommateur s'y retrouvait de plus en plus on libéralisait, était quelque chose qui était constamment asséné à la télévision et ça paraissait éminemment sympathique de pouvoir acheter les choses à moindre prix. Or, pour en venir à l'électricité, le 1er février 2024, il y a quelques jours, nous avons connu une hausse de la facture d'électricité de près de 10%. Ça dépend un peu des contrats, on en reparlera, mais c'est autour de 10%. Et cette hausse s'inscrivait dans un mouvement plus général, puisque on lit dans la presse que depuis la mise en place du bouclier tarifaire à la fin de l'année 2021, les prix de l'électricité ont augmenté de 4% en février 2022, de 15% en février 2023 et encore de 10% à partir du 1er août 2023. Donc, la concurrence qui fait baisser les prix, c'est quelque chose de problématique, alors qu'on nous parle d'un marché de l'électricité qui serait concurrentiel. Comment en est-on arrivé là, à cette idée généreuse d'une baisse générale des prix par la concurrence et au constat qu'aujourd'hui, la concurrence fait plutôt monter les prix, en tout cas dans le secteur de l'énergie. Bonjour et puis merci d'abord pour cette invitation. Euh, alors, ce discours sur l'efficacité de la concurrence qui permettrait de baisser les prix, qui bénéficierait aux consommateurs, qui finalement bénéficiera à tout le monde, est quelque chose de tout à fait construit et de tout à fait idéologique. En fait, derrière, derrière ce discours de façade, il y a une idée majeure. Le pouvoir privé, le pouvoir économique privé a perdu pendant un temps la main sur le secteur énergétique parce que dans de nombreux États, le politique a considéré que l'énergie était une chose trop importante pour la laisser entre les mains du secteur privé. Et à un moment donné, le secteur privé a décidé de reprendre ce qu'on lui avait subtilisé, ce qu'on lui avait enlevé des mains. C'est-à-dire effacer en fait les nationalisations. Et donc, il y a un discours qui s'est construit autour de la soi-disant efficacité de la concurrence, de la soi-disant inefficacité du monopole public, mais qui n'a jamais été démontré d'un point de vue économique. C'est-à-dire, bon, voilà, on a un tas de travaux théoriques pour dire que la concurrence est quelque chose de bénéfique, mais on n'a jamais véritablement comparé un système de monopole public comme on avait en France avant la libéralisation de l'énergie et un système concurrentiel. Et heureusement,
pour les libéraux que ça n'a jamais été fait, parce que très vraisemblablement, et j'en suis persuadé, cette comparaison aurait été au bénéfice du monopole public. Donc on a un discours idéologique, et si vous voulez, si on remonte à la source, l'idée derrière que la concurrence est plus efficace, c'est ce que les libéraux nous serinent depuis des décennies, et qui part du principe finalement que l'entrepreneur qui engage des capitaux va être plus attentif à l'économie de ces capitaux que le public. Finalement, qui engage des capitaux qui ne lui appartiennent pas, qui appartiennent aux citoyens. Et ça, c'est quelque chose que l'histoire de l'énergie, l'histoire des systèmes énergétiques, euh, cette histoire démontre le contraire, en fait. C'est-à-dire que euh, le, le bien commun, la défense du bien commun, a permis de mettre en place des systèmes énergétiques tout à fait efficaces, y compris d'un point de vue économique. Et d'ailleurs, EDF, monopole public, a travaillé sur l'optimisation économique de son système électrique et a mis en place une méthode d'optimisation qui a été copiée dans le monde entier. Et ça, c'est pas la concurrence qui l'a mis en place, cette méthode. C'est un monopole public. Voilà. Alors Alors après, justement, peut-être qu'il faudrait rappeler ce que vous expliquez dans votre livre sur les voleurs d'énergie, c'est que la nationalisation du secteur de l'énergie, de l'électricité, n'est pas nécessairement une idée de gauche, une idée bolchevique. Vous dites que les premiers cas, c'est en 1905, je crois, au Canada. Ensuite, à peu près à la même époque, en Norvège également. Et puis, il y a bien sûr l'exemple bien connu des États-Unis après la crise de 1929. Et voilà. Donc, il y a tout un mouvement, effectivement, qui s'est fait en dehors même de la période enfin, du socialisme et en dehors de des nationalisations qui ont été faites à la libération. exactement, et c'est quelque chose qui est tout à fait méconnu. Euh, et effectivement, que j'ai découvert en travaillant ce livre précédent, Les voleurs d'énergie, qui s'intéressait vraiment à la propriété de l'énergie, hein, parce que l'histoire de l'énergie a été très largement racontée du point de vue des grandes entreprises, des grandes découvertes, etc. Mais elle n'avait jamais été racontée du point de vue de la propriété. Et cette histoire est extrêmement intéressante parce que voilà, ça fait aussi des décennies qu'on nous explique que la France est attachée à un service public qui finalement est une particularité française. On entend cette expression de service public à la française et on a l'impression qu'on est un peu des ovnis et que cette conception du service public est absolument pas partagée dans les autres pays. Euh, c'est faux. C'est faux. Il y a eu un vaste mouvement de construction de grands services publics, et notamment dans le secteur de l'énergie. Et au tout début de cette histoire, euh, la naissance des premiers services publics de l'énergie, effectivement, on n'a pas euh, de velléité de nationalisation par expropriation, comme on a pu voir dans certains pays, notamment dans les pays de l'Est. Et on n'a même pas de dimension idéologique. C'est quelque chose de tout à fait pragmatique. Et le cas de l'Ontario, donc au Canada, est intéressant. Donc on a un État fédéré qui est dirigé par euh, voilà, des mouvements politiques. Alors les étiquettes veulent plus dire grand-chose, mais bon, c'est des notables de droite, hein, euh, mais qui ont comme souci le développement économique de la province. Et en fait, les premiers systèmes énergétiques ont été mis en place, l'ont été par le privé, qui ont exploité notamment les gisements hydrauliques
sensationnelles qu'on peut avoir en Ontario, hein. Les chutes du Niagara se trouvent là-bas. Bon, il y a un réseau hydraulique très important. Et donc, on a construit, ces entreprises privées ont construit des centrales électriques et pratiquent des prix tout à fait prohibitifs et ne desservent que les secteurs qui sont rentables à desservir. Et même, donc, il y a 4 grandes entreprises privées, dont 3 américaines et une seule canadienne. Et on a même des entreprises qui exportent l'électricité aux États-Unis. Parce qu'on a la ville de Chicago qui est toute proche et on a voilà, beaucoup de demandes et c'est plus rentable d'exporter à Chicago que d'approvisionner la province d'Ontario. Et donc ces dirigeants de droite considèrent que c'est pas normal et que ça entrave le développement économique de la province. Et donc ils décident de mettre fin à cette situation en créant un service public de l'électricité, pas par nationalisation immédiate des entreprises, mais d'abord par euh, la construction d'une entreprise de distribution d'électricité qui va négocier avec les producteurs pour faire baisser les prix et qui, de fil en aiguille, va se mettre à concurrencer le privé en développant ses propres moyens de production et qui, parce que la logique n'est pas la même, on est dans une logique de euh, service rendu aux habitants, à l'économie du pays et pas de service rendu aux actionnaires. Comme la logique est différente, eh bien, le secteur public va gagner cette concurrence, à ce jeu de la concurrence avec le secteur privé. Et donc, va éliminer le secteur privé du marché. C'est-à-dire le privé va se retirer parce que il ne peut pas, il ne peut plus être concurrentiel, il ne peut plus servir les dividendes que réclament ses actionnaires face à ce service public qui est très bien pensé, très bien organisé. Voilà. Et donc, au jeu de la libre concurrence, une vraie libre concurrence là pour le coup, hein, parce qu'aujourd'hui on nous parle de libre concurrence, voilà, alors que la concurrence est profondément faussée en faveur du privé. Mais dans cette vraie libre concurrence dans cet État au début du XXe siècle, eh bien c'est le secteur public qui gagne. Et cette expérience au Québec, en Ontario, va inspirer Roosevelt aux États-Unis qui va créer un service public dans son État, puisque à l'époque il est gouverneur, donc il va créer un service public à l'échelle d'un État, et quand il arrive à la présidence des États-Unis, eh bien, il va organiser un service public national, alors pas seulement avec des entreprises publiques, il y en a dans certains États, dans d'autres ce sera des entreprises privées, mais avec une régulation extrêmement forte qui fait que ces entreprises, même privées, ne peuvent pas faire n'importe quoi, notamment en matière de prix. Et surtout, on a des monopoles à l'échelle des États. C'est-à-dire qu'on n'a pas de concurrence. À l'échelle d'une zone géographique, on n'a pas de concurrence. Parce que la concurrence est inefficace dans ce secteur. Voilà. Donc, c'est cette logique qui inspire euh, un certain nombre de dirigeants en Europe et qui va finalement aboutir aux nationalisations, alors, qui ont été pensées dans les années 30, mais qui vont se concrétiser après la Seconde Guerre mondiale, parce que voilà, entre-temps, évidemment, on a eu ce conflit terrible, et les velléités de nationalisation du secteur de l'énergie qui n'ont pas abouti dans les années 30, eh bien, à la libération, évidemment, en France, on crée EDF et GDF. Au Royaume-Uni, on crée des équivalents avec un service public du gaz et de l'électricité. Et euh, progressivement, ce modèle de service public va se diffuser dans la plupart des États, hein. Alors justement,
On a cette structure très simple, EDF d'une part, GDF d'autre part, et puis à partir d'un certain moment, on se met à tronçonner et à privatiser. On tronçonne EDF, on change les noms, donc le public en fait ne s'y reconnaît plus. Et puis on privatise, mais à partir de quelle expérience? De quelle première expérience? On parle d'un modèle chilien. Ouais, alors ça aussi, c'est un pan de l'histoire qui est très méconnu et qui est pourtant très intéressant. C'est que le système qui est mis en place en Europe, dans l'Union européenne, à partir de la fin des années 90, et qui pousse enfin, qui conduit à la situation qu'on connaît aujourd'hui avec EDF qui a été en partie démantelé, avec des marchés de l'énergie, avec des fluctuations incroyables en bourse et avec des aberrations, on y reviendra sans doute, qui consistent à favoriser artificiellement le privé par rapport au public. Euh, tout ça est inspiré d'un modèle qui a été inventé au Chili sous Pinochet. Donc, bon, on sait que le Chili est un laboratoire de l'ultralibéralisme, le Chili de Pinochet. Les Chicago Boys, qui sont des économistes chiliens formés à l'école de Chicago, réforment l'économie du pays et notamment euh, mettent en place la concurrence dans le secteur de l'électricité. Et bon, avant cette réforme, on a au Chili un service public de l'électricité qui ressemble à celui qui existe en France, avec un... Alors, bon, on n'a pas un EDF, mais deux EDF pour des raisons historiques et parce que le Chili est un pays très vaste et qu'en fait, on a deux zones de distribution d'électricité. Donc, on a deux entreprises publiques, des équivalents d'EDF, mais qui, comme EDF, maîtrisent la production, le transport d'électricité et la fourniture aux consommateurs. Donc on a quelque chose d'intégré, tout ça fonctionne bien, c'est optimisé. Et les libéraux donc s'attellent à cette tâche de démanteler ce secteur public et d'introduire la concurrence. Alors, introduire la concurrence, l'objectif, comme aujourd'hui, qui est annoncé, c'est de faire baisser les prix. Mais le véritable objectif, c'est de livrer au privé ce public qui est l'électricité chilienne. Et donc, les libéraux théorisent un modèle de démantèlement qui, euh, au départ, donc, part du principe, et on le comprend assez facilement, qu'on peut introduire la concurrence en matière de production, qu'on peut introduire une concurrence à la commercialisation, mais qu'il serait économiquement stupide d'avoir une concurrence sur les réseaux. Parce que si on avait plusieurs opérateurs qui devaient investir pour tirer des lignes de transport et de distribution d'électricité, ça coûterait un argent fou, et d'ailleurs sans doute que personne ne le ferait. Donc, les économistes définissent ces activités de réseau comme étant des monopoles naturels, donc qui ne sont pas ouverts à la concurrence. Mais par contre, on ouvre à la concurrence l'amont, la production, et l'aval, la commercialisation. Alors, c'est intéressant d'ailleurs parce que c'est exactement la même logique dans le transport. C'est-à-dire que le transport ferroviaire, le réseau reste monopole et on introduit la concurrence sur le transport de voyageurs ou de marchandises, mais pas sur la gestion du réseau. Donc, ça explique que pour introduire cette concurrence, on doit séparer les activités. On sépare en fait ce qui est rentable pour le privé
et ce qui ne l'est pas. Le réseau n'est pas rentable, bon, ça doit rester un monopole. Ça peut être un monopole public, ça peut être un monopole privé avec les différents producteurs ou distributeurs qui se retrouvent à gérer ensemble le réseau, mais c'est un monopole. Par contre, euh, la production et la distribution d'énergie, eh bien, ça se privatise assez facilement et on peut avoir une concurrence qui s'instaure assez vite, simplement en vendant des centrales de production. Et c'est ce que va faire le Chili. Les centrales qui appartenaient au service public sont mises en vente, tout simplement. Et on a un certain nombre d'entreprises privées eh bien, qui rachètent ces actifs. Et puis, au niveau commercialisation, eh bien, c'est la même chose. On crée plusieurs entreprises qui vont vendre de l'énergie aux consommateurs. Et donc, ce modèle chilien est mis en place et voilà, la loi qui instaure cette concurrence date de 82. Quelques années plus tard, c'est Margaret Thatcher qui s'en inspire et le décline au Royaume-Uni. Et un peu plus de 10 ans après, c'est l'Union européenne qui se met en tête de libéraliser le secteur de l'énergie en s'appuyant sur le droit européen de la concurrence. Et comme on vient d'adopter l'acte unique qui ouvre la porte à la libéralisation d'un certain nombre d'activités, eh bien, on peut appliquer le modèle des Chicago Boys au sein de l'Union européenne. Et donc, on commence à avoir des directives qui vont viser. Alors, évidemment, tout ça se fait moins vite qu'au Chili, parce que en apparence, il faut préserver les apparences de la démocratie. Mais les premières directives arrivent qui visent à isoler ces activités de production, de réseau, de commercialisation. D'abord comptablement, ensuite juridiquement, et puis donc on va avoir une séparation de ces activités et on va planifier l'ouverture à la concurrence. C'est-à-dire que Alors, avant d'en venir là, je voudrais évoquer une expérience dont vous parlez dans les voleurs d'énergie, c'est le cas californien, qui justement aurait pu alerter, mettre en garde contre les dangers de la privatisation. Qu'est-ce qui s'est passé en Californie au début des années 2000? alors en Californie, donc on a libéralisé le marché de l'énergie parce que bon, cette libéralisation, cette méthode chilienne est devenue un peu le standard international. D'abord, bon, ça a été repris, comme je viens de le dire, par l'Union européenne et puis aussi par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale qui l'ont imposé aux pays du Sud qui étaient sous plan d'ajustement structurel. Et bon, évidemment, les libéraux américains ont, euh, ont suivi ce mouvement et ce que Roosevelt a fait dans les années 30 a été défait dans les années 90, mais avec bon, une libéralisation qui, dans les faits, était laissée aux mains de chaque État. Et donc, il y a des États qui ont libéralisé plus tôt que d'autres, et la Californie fait partie des États qui ont libéralisé parmi les premiers. Et donc, on a eu cette introduction de la concurrence avec des opérateurs privés qui ont pu se mettre à produire de l'électricité, avec un système de bourse, parce que ce qui est fondamentalement différent dans un système libéralisé, c'est que puisque vous avez plusieurs producteurs et que vous avez plusieurs revendeurs, plusieurs détaillants, mais qu'il faut quand même garantir le bon fonctionnement du système électrique, qui impose que à chaque instant, on ait un équilibre entre la production et la consommation. Euh, dans un système de service public, voilà, c'est le service public qui gère cet équilibre. Ça fait partie de ses missions
Et donc, il va démarrer les différentes centrales qui permettent d'équilibrer la demande. Quand on introduit la concurrence, c'est différent. C'est différent, c'est beaucoup plus compliqué parce que chaque opérateur est là pour gagner de l'argent et il faut un système qui permette de s'assurer qu'on produit bien la quantité d'énergie qui est demandée. Et donc, pour permettre cet équilibre, eh bien, c'est plus le service public qui l'assure, c'est la bourse. C'est-à-dire qu'on va ouvrir une bourse où les différents producteurs vont mettre en vente leur production et où les différents fournisseurs vont acheter cette production. En tout cas pour ceux qui n'ont pas leurs propres moyens de production. Et la bourse va former le prix de marché de l'électricité. Et donc, en Californie, voilà, on libéralise, on introduit la concurrence, on met en place cette bourse de l'électricité. Et forcément, qui dit bourse dit spéculation. Parce que les producteurs privés vont évidemment essayer de vendre le plus cher possible. Les fournisseurs vont essayer d'acheter le moins cher possible. Entre les deux, vous mettez des courtiers hein, qui vont spéculer parce que c'est leur métier. Et puis, vous avez des États voisins qui ont eux aussi libéralisé leur marché, donc où on a aussi de la spéculation. Mais vous avez des interconnexions entre les États, c'est-à-dire qu'il y a des lignes électriques qui permettent d'acheminer du courant d'un État à l'autre. Bref. Et donc, tout ça va constituer un terrain de jeu incroyable pour les spéculateurs qui vont manipuler les prix de différentes façons. Alors bon, pour prendre un exemple de manipulation, vous avez certains producteurs qui produisaient en Californie, qui exportaient l'électricité dans un État voisin où les prix de bourse étaient plus élevés pour pouvoir faire monter artificiellement les prix et ensuite ils réimportaient cette électricité en Californie. On a eu aussi des rétentions de certains moyens de production, donc qui étaient mis à l'arrêt ou alors qui n'étaient pas utilisés à pleine puissance pour créer de la pénurie et pour faire monter les prix. Et bref, au bout d'un moment, le système a planté et on a eu une gigantesque panne électrique et où finalement c'est l'État californien qui s'est mis à acheter l'électricité aux producteurs pour la revendre à un prix relativement correct aux consommateurs. Et donc l'État est venu payer, si vous voulez, le prix de la crise. Voilà, donc ça a fait évidemment un scandale. Alors bon, les libéraux se sont empressés d'expliquer que c'était pas la faute du marché, c'est pas la faute de la libéralisation, c'était au contraire parce qu'on n'avait pas assez libéralisé, explication habituelle. Mais la vérité, c'est que on avait permis une spéculation extrêmement dangereuse sur l'électricité et que cette spéculation, finalement, a été si loin que le réseau s'est en partie effondré. Et malgré cela, eh bien, l'Union européenne a continué dans cette voie malgré l'alerte en Californie et malgré les avertissements de tous ceux qui disaient cette crise californienne, sous cette forme-là ou sous une autre, arrivera forcément à partir du moment où on libéralise le marché européen. Et je crois que la flambée des prix de 2021-2022, voilà, c'est une autre forme, mais c'est une crise qui s'explique par la libéralisation des marchés de l'énergie. Alors, est-ce que brièvement, vous pourriez nous expliquer comment Bruxelles a privatisé et organisé le marché de l'électricité avec également des bourses comme en Californie? Alors, bah, ça s'est fait sur un modèle tout à fait équivalent, c'est-à-dire que Bruxelles a commencé par demander aux États de séparer les activités, production, réseau,
vente d'énergie. Alors, parce que, bon, on parle beaucoup de l'électricité, mais c'est vrai aussi pour le gaz. Euh, a ensuite poussé à l'ouverture de bourses, de marché de l'électricité et du gaz en Europe, et a déterminé comment ces bourses devaient fonctionner. Parce que il y a une question quand même importante qui se pose, comment calculer le prix de l'électricité? À l'époque du service public, euh, vous aviez un coût global du service public et les consommateurs payaient un prix qui était adossé à ce coût global. Et d'ailleurs qui était lissé sur une période assez longue. C'est-à-dire qu'on ne payait pas à l'instant T le coût de la production d'électricité. Euh, les coûts de production vont être supérieurs en hiver, inférieurs en été. Bon, tout ça s'équilibre. On a un coût moyen sur une période assez longue et on facture sur cette base. Euh, la bourse de l'électricité ne peut pas fonctionner comme ça. Pourquoi? Parce que les centrales de production ont des coûts différents. Vous avez des centrales hydroélectriques qui coûtent très peu cher à faire fonctionner, et à l'opposé, vous aurez des centrales au charbon, où si le prix des énergies fossiles est assez élevé, qui sont très coûteuses à faire fonctionner, ou des centrales au gaz. Et pour équilibrer le réseau, en période de forte demande, vous avez besoin que le propriétaire privé de la centrale au charbon ou de la centrale au gaz qui doit être démarré pour équilibrer le réseau, vous avez besoin qu'il démarre. Et l'opérateur privé ne va démarrer sa centrale que s'il gagne de l'argent, à la différence du service public. Donc, le calcul du est fait pour que l'opérateur privé gagne de l'argent, dans tous les cas. Et donc, la méthode de calcul, déjà, le prix de bourse est recalculé toutes les heures, parce que, évidemment, la demande change tout au long de la journée, donc il faut adapter à l'instant T le prix de bourse au rapport entre l'offre et la demande. Donc ça change toutes les heures. Et toutes les heures, ce prix de bourse est calculé en fonction du moyen de production, au niveau en fait du coût du moyen de production le plus élevé. Donc si on a besoin d'une vieille centrale au gaz qui coûte très cher, eh bien le prix de bourse va être celui de cette centrale au gaz qui coûte très cher. Voilà. Et donc, mécaniquement, cette bourse de l'électricité, euh, par son fonctionnement même, revient à aligner le prix de l'électricité sur le prix des combustibles fossiles. Les centrales les plus coûteuses, c'est les centrales au charbon et au gaz. Euh, et euh, voilà, mécaniquement, le prix de l'électricité va suivre le prix de ces énergies fossiles. Qu'est-ce qui se passe en 2021? Les prix du gaz commencent à flamber. Alors, pour des raisons qui n'ont rien à voir à cette époque avec la guerre en Ukraine, hein, puisqu'on est euh, à la fin du printemps pour vraiment les débuts de la flambée 2021, et que la guerre en Ukraine, c'est février 2022. Mais euh, le gaz flambe parce que on a eu des prix bas dans le secteur gazier pendant des années, notamment parce que les États-Unis ont exporté leur gaz de schiste. On a eu pendant un certain nombre d'années, on a eu pendant un certain nombre d'années des prix du gaz qui étaient bas et qui ont dissuadé les investisseurs d'investir. Donc on a eu un sous-investissement chronique dans le secteur gazier pendant un certain nombre d'années. Et quand on a eu une reprise économique après les confinements
du Covid, eh bien, l'offre n'a pas suivi la demande. Et donc, on a eu une flambée des prix. Et ces prix ont d'autant plus flambé qu'on avait libéralisé le secteur gazier. Et que cette libéralisation avait conduit à passer de contrats de long terme, passer entre les pays consommateurs et les pays producteurs, à des contrats de court terme. Alors pourquoi des contrats de court terme? Parce que c'est ça qui permet d'avoir un marché liquide et c'est ça qui permet à des nouveaux opérateurs d'entrer facilement sur le marché. Euh, et donc, on a créé les conditions de la flambée des prix du gaz en libéralisant le secteur du gaz. Et avec le mécanisme de formation des prix de l'électricité en bourse, eh bien, on a créé la flambée des prix de l'électricité. Voilà, donc euh, cet événement incroyable qui arrive, cette crise énergétique de 2021 et de 2022, est une conséquence directe de la libéralisation des marchés de l'énergie. Alors bien sûr, la guerre en Ukraine vient rajouter à cette flambée de 2021, mais elle ne l'explique pas. C'est une deuxième couche, ça vient aggraver le phénomène, mais la raison à l'origine de cette flambée, c'est bien le fait d'avoir libéralisé les marchés de l'énergie. Donc, pendant tous ces événements, la privatisation et puis le Covid, le redémarrage de l'économie, puis la guerre en Ukraine, il y a des structures qui se sont un peu complexes et même incompréhensibles pour le consommateur quand il ne lit pas vos livres. C'est la structure qui s'appelle l'AREN. Alors d'abord, c'est un condensé d'un certain nombre de mots qui concernent EDF, qui n'est pas privatisée, mais qui est soumise à un certain nombre de contraintes en matière de prix. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce mécanisme de l'AREN? Oui, alors, c'est quelque chose qui est assez aberrant, mais finalement qui se comprend plutôt bien quand on l'explique correctement. Euh, L'Union européenne est obsédée par la concurrence et obsédée par euh, le démantèlement des monopoles publics. Et elle a un problème avec la France, qui est qu'EDF, opérateur historique, détient la plus grosse part des capacités de production, avec évidemment les centrales nucléaires et aussi avec l'hydroélectricité. Mais bon, le gros morceau, c'est quand même les centrales nucléaires. Et EDF, en détenant ces centrales nucléaires, évidemment, a un avantage concurrentiel énorme. Et donc, ça bloque l'entrée de nouveaux opérateurs sur le marché. Et donc, l'Union européenne a inventé avec le gouvernement français de l'époque, mais en tout cas, elle a poussé à la création d'un mécanisme qui permette de désavantager EDF pour avantager ses concurrents. Et donc, le mécanisme qui a été inventé consiste à demander à EDF de tenir à disposition de ses concurrents un quart de sa production nucléaire. Donc, l'AREN, finalement, c'est des contrats d'achat d'électricité que les concurrents d'EDF peuvent souscrire, mais à un prix ridicule. Alors bon, au début, c'était censé être un prix coûtant. Après, les calculs font que on n'est même pas sûr qu'au départ, on était à prix coûtant, on était peut-être déjà à perte. Et aujourd'hui, c'est évident que la reine est une vente à perte d'EDF à ses propres concurrents. Donc, c'est quelque chose de totalement incroyable. Je veux dire, enfin, euh,
on pourrait penser que cette idée sort d'un cerveau malade, y compris d'un point de vue économique, y compris d'un point de vue libéral, ça n'a aucun sens. Mais ça s'explique très bien quand on sait que l'Union européenne veut, par n'importe quel moyen, instaurer cette concurrence, et y compris si il faut pour ça pénaliser l'opérateur public et favoriser artificiellement l'opérateur privé. Et d'ailleurs, l'arène voilà, existe en France, mais on a un mécanisme assez comparable qui a été mis en place en Grèce, où on a aussi un service public en Grèce, on avait un équivalent d'EDF. Il a fallu introduire la concurrence, et pour permettre aux concurrents de venir sur le marché, eh bien, on a forcé l'opérateur public à vendre aux enchères une partie de sa production. Alors, c'est pas de la production nucléaire en Grèce, c'est du charbon, de la production à partir de centrales au charbon. Mais de la même manière, l'opérateur public s'est retrouvé à vendre à perte son électricité à ses concurrents. Et ça a fait partie des négociations euh, avec Syriza, hein, quand il y a eu les fameuses aides, entre guillemets, à la Grèce. L'Union européenne a exigé ce type de mécanisme. Donc, ça existe en France, mais pas que. Et ça montre bien à quel point on est dans une posture idéologique. C'est-à-dire, euh, il ne s'agit pas de savoir si tout ça est efficace. La préoccupation de l'Union européenne, c'est de savoir si ça va permettre de renforcer la concurrence. Voilà. Donc aujourd'hui, on a des entreprises privées qui viennent vous démarcher, qui vous appellent au téléphone, qui veulent vous vendre des contrats, qui ne produisent rien, qui se contentent d'acheter du nucléaire à EDF en dessous des coûts de production et qui vous le revendent. Voilà ce qu'on a réussi à faire. Oui, alors c'est effectivement assez complexe, mais vous expliquez également dans votre dernier livre que les entreprises industrielles ne sont pas nécessairement satisfaites de ce système. Et que souvent, quand il y a des tensions qui leur déplaisent, des hausses de prix qui leur déplaisent, elles demandent l'aide de l'État. Oui, 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 alors c'est quelque chose qui est quand même assez remarquable dans la crise des prix de 2021-2022, hein, puisque bon, ce livre se concentre vraiment sur cette période, même si je rappelle l'historique qui permet d'expliquer cette situation. Mais voilà, il se passe quelque chose d'incroyable en 2021-2022 avec des prix qui flambent littéralement et qui atteignent des sommets ahurissants, alors qu'on nous avait seriné, comme vous l'avez rappelé au début, que la concurrence allait faire baisser les prix. Et donc là, il se produit un mouvement assez remarquable. Tous les lobbies patronaux dans les différents pays européens, les mêmes qui avaient réclamé la libéralisation pour avoir des prix de l'énergie plus bas, eh bien là, considèrent que ça ne va pas, c'est un scandale, ils peuvent plus fonctionner avec des prix de l'énergie aussi élevés, ils peuvent pas savoir quels seront leurs coûts de production dans 6 mois ou dans un an, et ils réclament une intervention de l'État. Alors évidemment, ils réclament des aides à court terme qu'ils vont obtenir, hein, puisqu'on va déverser des milliards en pure perte, hein, parce que c'est de l'argent finalement qui sert à contrebalancer cette flambée boursière. C'est pas de l'argent qu'on investit. On aurait pu investir cet argent dans de l'efficacité énergétique, dans la sobriété. On aurait pu investir cet argent dans le rachat d'entreprises privées comme Engie, hein, donc ex-Gaz de France qui a été privatisé et qu'on aurait pu renationaliser plusieurs fois avec les montants
que l'État français a accordé aux entreprises pour compenser cette flambée des prix. Mais non, on a répondu aux demandes des grands industriels qui étaient de revenir à des prix raisonnables. Et euh, la seule modification vraiment du système européen, du marché européen de l'électricité qui va être mise en place, consiste à permettre à ces grands consommateurs d'électricité, eux, de s'approvisionner directement auprès des producteurs, sans passer par la bourse, c'est-à-dire de contractualiser directement. Par contre, la bourse reste en place pour faire fonctionner le système et donc va continuer à déterminer le prix de l'électricité pour les autres. Voilà, ArcelorMittal ou Lafarge, ces grands groupes industriels, euh, eux vont sécuriser leurs prix. On leur permet de sécuriser leurs prix en contractualisant directement avec EDF ou avec d'autres producteurs d'électricité. Par contre, les collectivités, les petites entreprises, les citoyens, eux, seront toujours dépendants de cette mécanique boursière. Voilà. Donc c'est quand même assez intéressant de voir qui écoute l'Union européenne, hein. C'est-à-dire que quand c'est des grands lobbies industriels qui viennent toquer à leur porte, bon, là, on les écoute et on accède à leurs demandes. Quand c'est les associations de consommateurs, quand c'est les petites collectivités ou même les États membres, ça pèse beaucoup moins. Alors, il y a une autre bizarrerie que vous expliquez dans votre livre, c'est que pendant la flambée des prix, les fournisseurs alternatifs ont demandé parfois à leurs clients de revenir chez EDF. Oui, alors, Et en se délestant donc de hmm, stock de clients, alors que normalement, une entreprise cherche à avoir le maximum de clients. mais exactement, c'est-à-dire que euh, quand vous achetez votre électricité en bourse pour la revendre, parce qu'en fait, vous ne produisez rien, vous êtes juste un commerçant, évidemment, si les prix de bourse augmentent, vous devez répercuter cette augmentation sur le consommateur. Et si le consommateur en a la possibilité, bah, il va aller voir ailleurs. Et comme on a toujours une entreprise publique, EDF, avec quand même encore un vestige du service public qui est un tarif régulé de l'électricité, régulé par les pouvoirs publics. C'est-à-dire que les opérateurs privés peuvent proposer les tarifs qu'ils veulent, mais EDF propose un tarif régulé qui est quand même beaucoup plus stable que le prix en bourse. Eh bien, si les opérateurs privés augmentent trop leurs prix, ils sont plus concurrentiels et donc ils perdent des parts de marché. Donc, ils ont directement incité leurs clients à retourner euh, chez EDF en disant que voilà, ils étaient plus en mesure de proposer des prix concurrentiels. Alors, dans d'autres pays, certains ont fait faillite. Au Royaume-Uni, il y a eu des dizaines de faillites de fournisseurs d'électricité qui avaient pris trop de risques sur le marché, qui ne s'étaient pas couverts contre des hausses potentielles des prix et qui, bah, du coup, ont fermé boutique. Voilà. En France, on en a eu quelques-unes. On a des opérateurs qui étaient sur le point de lancer des offres, qui ont renoncé. Voilà. Bon, mais je veux dire, ça, c'est presque un détail parce que ces opérateurs, dès que les prix euh, se remettent à baisser, reviennent sur le marché et reproposent des nouvelles offres et vont recommencer à piquer des clients à EDF parce que, eh bien, on a toujours ce système qui leur permet d'accéder finalement à une énergie à bas prix avec l'AREN.
Alors, compte tenu de toutes ces obscurités que vous éclairez, heureusement, mais dans lesquelles le consommateur se retrouve pas du tout, quels sont les nouveaux plans de l'Union européenne pour l'avenir? Vous consacrez votre dernier chapitre à cette question et en fait, c'est assez inquiétant. Oui, parce que si vous voulez, la crise n'a pas du tout dissuadé l'Union européenne de poursuivre la libéralisation des marchés de l'énergie. Alors là, on est dans une période politique un peu particulière. D'abord, bon, on a eu cette crise et l'Union européenne a été obligée d'éteindre l'incendie avant de passer à l'étape suivante de libéralisation. Ensuite, bon, on avait quand même les élections en France qui étaient assez importantes et puis les élections européennes de 2024. Donc voilà, il fallait gérer l'urgence, si vous voulez. Et l'urgence, ça a été d'accorder aux grands industriels ce qu'ils réclamaient, c'est-à-dire des prix qui reviennent à la normale en leur permettant d'acheter hors du marché, hors de la bourse, leur énergie. Mais l'étape suivante, en tout cas pour la France, ça va être euh, d'aller plus loin dans le démantèlement d'EDF, hein, puisque EDF est toujours, pour la Commission européenne, un obstacle à la concurrence. Et notamment, il y a quelque chose que l'Union européenne réclame depuis des années, c'est l'ouverture à la concurrence des concessions de barrages. Donc l'hydroélectricité, qui est quand même une filière extrêmement importante en France, avec des installations, pour certaines, qui sont les moins chères, les moins coûteuses à faire fonctionner. Hein, vous avez un certain nombre de barrages qui coûtent, qui délivrent une électricité qui est en dessous même des coûts du nucléaire. Mais par contre, cette électricité peut être vendue très cher en bourse parce que avec certains barrages, ceux qui ont une retenue, eh bien, vous choisissez le moment où vous pouvez produire cette électricité. Ce sont des moyens de production pilotables et donc on peut la produire au moment de pointe. C'est-à-dire que ces installations coûtent très peu cher à faire fonctionner, mais on peut vendre le courant au moment où il est le plus cher. Et donc, ces installations intéressent le privé. Et l'Union européenne, toujours pour affaiblir le service public, réclame que les concessions de ces installations, puisque les sites appartiennent à l'État et on a des exploitants qui bénéficient d'une concession sur ces ouvrages, eh bien, ce soit ouvert à la concurrence. Et donc que des entreprises privées puissent postuler. Par exemple, Total s'était déclaré intéressé pour postuler à des concessions d'ouvrages hydroélectriques. Mais ça peut être aussi des énergéticiens étrangers, hein, puisque les appels d'offres pour l'attribution de ces concessions seraient des appels d'offres européens. Donc E.ON, par exemple, un énergéticien allemand, pourrait très bien postuler pour gérer un barrage dans les Alpes françaises. Voilà. Euh, donc ça, ce serait une étape évidemment extrêmement importante en matière de privatisation. Et puis, ce qu'on craint aussi, évidemment, c'est de voir revenir un projet qui était apparu en 2019, qui consistait à découper EDF encore plus. C'est-à-dire, on a déjà amputé EDF des activités de réseau en créant RTE, en créant Enedis, puisque dans le modèle concurrentiel, les activités de réseau doivent être à part. Mais là, on pourrait pousser la logique plus loin et séparer les différentes activités d'EDF pour une raison qui se comprend bien. Vous avez des activités rentables et d'autres pas. Donc vous avez des activités privatisables et d'autres pas. Le nucléaire historique n'intéresse pas le privé, il n'est pas rentable parce que on a des travaux de mise aux normes, il y a des investissements à faire, voilà, c'est pas intéressant. Par contre,
les énergies renouvelables intéressent le privé. Certaines activités de service intéressent le privé. Évidemment, la commercialisation, toute la clientèle d'EDF intéresse le privé. Donc, ce qu'on a appelé le plan Hercule à une époque, qui consistait à séparer, à filialiser ces différentes activités et à ouvrir le capital de certaines, eh bien, est toujours dans les tuyaux. Il a simplement été mis de côté le temps que la crise des prix se calme, le temps que les élections européennes passent. Mais l'Union européenne va évidemment revenir à la charge avec cette volonté de démanteler, de poursuivre le démantèlement d'EDF. Et puis, ce qu'on ne dit pas assez, mais qui se passe de façon larvée et qui est inquiétant aussi, c'est que finalement l'Union européenne n'a pas de compétences sur l'énergie. Ce sont les États qui ont compétence sur l'énergie. Et l'Union européenne, depuis la fin des années 90, est en train de prendre une compétence qu'elle n'a pas. C'est-à-dire qu'elle utilise le droit de la concurrence et elle utilise aussi une autre compétence qu'elle a, par contre, qui est la compétence environnementale, pour faire passer cette dérégulation des systèmes énergétiques. Et donc, en fait, on a un transfert de compétences qui ne dit pas son nom, alors qu'il se fait avec des heurts, hein. C'est-à-dire que les États, évidemment, bataillent, essayent de garder quand même des compétences. Mais l'Union européenne, finalement, s'arroge cette compétence énergie et la crise des prix lui a permis d'avancer. C'est-à-dire que pour éteindre l'incendie de la crise des prix, elle a pris la main et elle a imposé un certain nombre de choses aux États. Et donc, euh, évidemment, l'Union européenne veut poursuivre dans cette voie et réaliser ce qu'elle appelle l'Europe de l'énergie. Et l'Europe de l'énergie, finalement, c'est voilà, aboutir à ce transfert de compétences de fait qui permettrait à l'Union européenne de chapeauter l'ensemble des politiques énergétiques des États membres. Donc ça, c'est assez inquiétant parce que bon, on sait très bien que voilà, l'Union européenne est totalement obsédée par la concurrence, par la privatisation, et que euh, si plus elle récupérera de compétences en matière d'énergie, plus ça bénéficiera au privé. Et moins les États auront de levier pour avoir une politique énergétique autonome. Voilà. Donc ça Est-ce que devient vous un... voulez dire par là que aux élections européennes, nous allons voter en toute méconnaissance de cause? Oui, bien sûr, parce que, si vous voulez, il y a un discours de façade qui est celui bon, de la protection de l'environnement, de la transition énergétique, qui est celui de la solidarité entre États, qui est celui même de la souveraineté énergétique, puisque ces gens osent utiliser le terme de souveraineté en parlant bien sûr de souveraineté européenne, alors que leur obsession, c'est d'avoir des marchés de l'énergie concurrentiels et d'instaurer le libre-échange de l'énergie en Europe. C'est-à-dire de la même façon qu'on a euh, qu'ils ont imposé le libre-échange à marche forcée pour les marchandises, euh, ils veulent le libre-échange du gaz. Alors, bon, le gaz, c'est relativement... euh, ça, ça va malheureusement de soi puisque l'Europe est extrêmement dépendante de l'extérieur pour ses fournitures de gaz. Mais le libre-échange de l'électricité aussi est un objectif. Et pour mettre en place ce libre-échange de l'électricité, il faut une production
où les opérateurs sont mis en concurrence, c'est en train d'être fait, et il faut des réseaux qui permettent de commercialiser cette électricité partout en Europe. Hein, comme on a construit des grands réseaux routiers, comme on a construit des ports, on a équipé de porte-conteneurs, etc. Bah, il faut la même chose pour transporter l'énergie, pour transporter l'électricité. Et donc l'Union européenne a un objectif majeur qui est de renforcer les interconnexions entre les États, affiche des préoccupations de sécurité énergétique, de solidarité. Mais derrière tout ça, l'idée, c'est quoi? C'est que eh bien, EDF soit mis en concurrence avec E.ON, producteur d'électricité en Allemagne, euh, et sans que E.ON vienne sur le territoire national forcément concurrencer EDF, mais que ces grandes firmes soient en concurrence sur un marché européen interconnecté. Et que tout ça soit régi par une bourse de l'électricité, où les prix de l'électricité seraient les mêmes partout en Europe, parce qu'on aurait suffisamment poussé ces interconnexions, ce couplage des marchés, hein, pour reprendre le jargon technique, que bah, finalement l'électricité produite en Espagne pourrait être consommée en Allemagne, celle produite en Norvège pourrait être envoyée en Autriche, et donc on uniformiserait le prix de l'électricité dans l'Union européenne. Donc, bon, voilà ce que l'Union européenne a en tête, c'est ça l'Europe de l'énergie, et bah, c'est un système où bah, finalement le marché prend les commandes des systèmes énergétiques, et même prend les commandes des décisions stratégiques en matière d'énergie, parce que c'est le marché qui va dire euh, là où il faut investir. C'est plus le politique. Et donc, on s'empêche d'avoir une vraie planification de l'énergie. Et en fait, on donne les clés de la transition énergétique dont tous les États nous parlent pourtant, tous les politiques nous parlent, et en nous expliquant d'ailleurs que cette transition énergétique doit être démocratique, doit impliquer les citoyens, etc. Mais en faisant ça, on confie les clés de la transition énergétique à des grandes multinationales comme Total, comme E.ON, comme voilà, tous ces grands énergéticiens aujourd'hui qui cherchent à conquérir de nouveaux marchés. Donc en fait, c'est une privatisation à l'échelle européenne des politiques énergétiques. Nous voici prévenus. Merci Aurélien Bernier. Ben, je vous remercie beaucoup.